La diphtérie est une maladie très ancienne qui est caractérisée par une angine à fausse membrane et on dit d'elle que c'est la seule angine qui tue. Et bien sûr, ce n'est pas le germe lui-même qui est en cause, mais c'est la toxine qu'il libère qui imprègne le cœur et le myocarde, surtout dans le myocardite, et c'est les myocardites qui sont responsables du décès. Les malades peuvent faire des morts subites. Donc, le mot diphtéria, il signifie membrane du mot grec, donc étymologiquement, ça vient d'un mot grec qui signifie membrane. Et cette infection, elle est due à une bactérie qu'on appelle Corynebacterium diphtheria. Corynebactérie, mais il y en a trois sortes, sous les trois sous-groupes, le Corynebacterium diphtheria, Corynebacterium ulcerans et Corynebacterium tuberculosis. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la diphtérie est une toxi-infection, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes qui sont liés au germe et le reste est lié à la toxine qui est responsable de manifestations plus graves que l'angine elle-même. Et le Corynebacterium diphtheria, on l'appelle le bacille de Klebsiella. Celui qui a découvert le germe s'appelle Klebsiella. C'est une maladie contagieuse par voie aérienne directe et elle n'est pas immunisante, c'est-à-dire quand on attrape la diphtérie, on peut la refaire. C'est pour ça qu'il faut, secondairement après guérison, vacciner le malade. C'est une maladie à déclaration obligatoire, puisque c'est une maladie contagieuse, et classiquement, elle touche surtout l'enfant. Et devant toute angine à fausse membrane, il faut penser à la diphtérie. Et ça constitue une urgence diagnostique, c'est une urgence vitale, donc c'est une urgence thérapeutique. Et dans la thérapeutique, bien sûr, il faut agir sur le germe, sur la toxine, surtout la toxine circulante, et bien sûr sur les manifestations générales. Alors, la gravité de cette pathologie est liée à quoi? Elle est liée d'abord au caractère, c'est-à-dire localement, c'est le caractère envahissant des fausses membranes. C'est extensif, ça touche la luette, ça peut toucher le larynx, ça peut toucher les bronches. Donc, ce caractère extensif fait une gravité par obstruction des voies respiratoires. Donc, c'est mécanique. Et la deuxième gravité, c'est-à-dire notre caractère de gravité, c'est la sécrétion de toxines qui va imprégner le myocarde et le système nerveux central, et même le rein, qui va faire des complications. Et en Algérie, cette maladie est devenue rare grâce à la vaccination obligatoire. Après la définition, on va parler de l'agent pathogène. C'est quoi comme germe? Le bacille diphtérique, donc c'est d'abord un bacille, ce n'est pas un cocci, il est gram-positif, donc il prend la coloration de gram, il est du genre Corynebacterium, donc comme on a dit tout à l'heure, il y a trois espèces, le diphtéria, l'ulcerans et le pseudotuberculosis. Et le facteur de virulence, comme je vous ai dit, c'est surtout la toxine responsable de myocardite et d'encéphalite. Alors, sur le plan épidémiologique, donc on parle d'abord de réservoir du germe. Alors, le réservoir du germe, il est strictement humain. C'est une maladie strictement humaine. Et la transmission, comment elle se fait? Puisque le germe est localisé au niveau de la gorge, donc c'est par les gouttelettes de fleuch ou le gouttelette de salive quand on parle avec quelqu'un, donc il faut qu'il soit proche, au moins 1 mètre, moins de 2 mètres en tout cas, entre les personnes pour contaminer la personne en face. Donc c'est une transmission directe, la plupart du temps, par voie aérienne, par les gouttelettes de fleuch. Mais elle peut se transmettre de façon indirecte, c'est plus rare, par les objets souillés, en utilisant un objet d'un patient qu'il a mis dans la bouche, que ce soit une cuillère ou n'importe quoi, si on utilise la même sans l'avoir lavé, eh ben, on peut se contaminer de cette façon-là.
Et le malade reste contagieux pendant 2 à 3 semaines en général, mais le portage sain, on peut rester porteur pendant jusqu'à 6 mois, le maximum. Mais dans la majorité des cas, c'est 2 à 3 semaines. Alors, on a parlé du réservoir, on a parlé de transmission. Maintenant, quels sont les sujets réceptifs? Quels sont les sujets qui peuvent faire la maladie? Bien sûr, le nouveau-né et le nourrisson jusqu'à 6 mois, il est censé être protégé par les anticorps maternels à condition que la mère soit immunisée, soit immunisée bien sûr par la vaccination, qu'elle soit vaccinée correctement, parce que la maladie elle-même n'immunise pas. Et la survenue de la maladie, classiquement, avant bien sûr l'ère de la vaccination, ça survenu surtout chez les enfants entre 2 et 6 ans. Ça touche tous les âges, mais un grand maximum entre 2 et 6 ans. Pardon, excusez-moi. Alors, sur le plan physiopathologique, donc une fois qu'on a été contaminé par voie aérienne, la bactérie va se multiplier au niveau de la gorge, donc au niveau local, et la multiplication du germe va constituer les fausses membranes. Et à ce niveau-là, ces germes qui sont au niveau de la gorge vont libérer une toxine, donc une exotoxine, qui va aller diffuser par voie hématogène et va se localiser, toucher surtout, elle va se fixer sur le myocarde, sur les cellules nerveuses et sur les cellules rénales. Et c'est cette, bien sûr, intoxication qui fait les signes de gravité. Et bien sûr, ce n'est pas toutes les bactéries qui ont le gène de la toxine. Il faut que ce soit, il est porté par ceux qui ont un bactériophage intégré dans le chromosome bactérien. Donc, ce n'est pas toutes les souches qui sont productrices de toxines. Et bien sûr, pour le chercher, on le fait soit par PCR, soit par d'autres examens pour voir quel est celui qui a un pouvoir toxinogène ou celui qui n'a pas. Ce n'est qu'après le prélèvement de gorge, la culture, et c'est là qu'on va rechercher la sécrétion de toxines. Alors, sur le plan clinique, donc cliniquement, vous devez savoir que la diphtérie est définie comme angine à fausse membrane. Et toute angine à fausse membrane doit être considérée comme diphtérique jusqu'à preuve du contraire. On va prendre comme type de description l'angine diphtérique commune, c'est-à-dire la forme la plus commune, la plus complète, qu'on a retrouvée le plus souvent. Et après pénétration, bien sûr, elle évolue en 3 phases, la phase d'incubation, la phase d'invasion et la phase d'état. Alors, la phase d'incubation, elle correspond à la période pendant laquelle le germe se multiplie, c'est-à-dire à partir du moment où il a été contaminé jusqu'au début des symptômes, ça correspond à la période d'incubation et ça correspond à la phase de multiplication du germe. Et une fois qu'il s'est multiplié, il va commencer à libérer la toxine, là va commencer la maladie. Mais bien sûr, ce début n'est pas brutal comme les autres angines, comme l'angine à streptocoque ou l'angine virale, où le début est brutal et il est très symptomatique, très fébrile. Dans la diphtérie, on dit que c'est une angine peu fébrile ou pas fébrile du tout. Mais elle est plus grave que celles qui sont fébriles. Alors, le début, non seulement il est insidieux, il est peu fébrile et il se manifeste juste par une dysphagie et un malaise général. Et si on examine la gorge à ce moment-là, en fait, c'est rare que les patients consultent au tout début. Ils consultent généralement à la phase d'état. Mais quand ils consultent précocement, en examinant la gorge, on va retrouver que l'une des amygdales est recouverte d'un petit enduit, donc une membrane translucide qui ressemble à du blanc d'œuf. C'est ce qu'on appelle la pellicule de Bretonneau. Donc c'est Bretonneau qui a décrit cette pellicule. Maintenant, pour vous dire est-ce qu'elle est fréquente ou pas, c'est difficile, même si nous avons vécu des épidémies de diphtérie sur 3 ans de suite, les malades, la plupart du temps, ils consultent à la phase d'état, donc à la phase des fausses membranes. Donc, mais quand on retrouve cette pellicule, c'est typique de la diphtérie.
Ensuite survient la phase d'état. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la phase d'état? Vous avez la température qui est modérée, elle ne dépasse pas 38,5, elle est toujours inférieure à 38,5. Je parle de l'angine diphtérique commune, la forme la plus commune. Et il y a une tachycardie. La tachycardie est liée, bien sûr, à la toxine. Il y a une asthénie, une pâleur intense et une dysphagie qui était déjà à la phase d'invasion, mais l'état général à ce moment-là reste conservé. Donc, dans la forme commune, l'état général est conservé. Et l'examen de la gorge permet de faire le diagnostic d'angine à fausse membrane. Donc, on trouve des fausses membranes qui recouvrent les amygdales. Et ces fausses membranes ont des caractéristiques particulières qu'il faut rechercher systématiquement pour dire que ce n'est pas du pus, c'est des fausses membranes. Alors, quelles sont ces caractéristiques? Il y en a 4. Alors, d'abord, elles sont adhérentes au tissu sous-jacent, c'est-à-dire elles adhèrent aux amygdales. Et quand vous essayez de les détacher, elles sont difficilement détachables, donc elles sont adhérentes. Et on dit qu'elles sont cohérentes. Ça veut dire quoi cohérentes? C'est-à-dire quand vous arrivez à les détacher et vous les mettez dans l'eau, elles restent comme une membrane qui surnage sur l'eau. Elle ne va pas se dissocier. C'est pas comme du pus, l'eau va devenir trouble, donc le pus se dissout. Alors que dans la fausse membrane diphtérique, elle restera membrane telle qu'elle est, elle va flotter sur l'eau. Donc on dit qu'elles sont cohérentes. Elles sont extensives, c'est-à-dire que non seulement elles recouvrent les amygdales, mais elles recouvrent aussi la luette. La luette, on dit qu'elle la recouvre en doigt de gant. C'est comme si vous avez mis un gant à un doigt au niveau de la luette, donc elle est recouverte de fausses membranes. Et elles sont récidivantes, c'est-à-dire quand vous arrivez à les détacher, elles se reproduisent. Elles se reproduisent quelques heures après. C'est-à-dire que le germe continue à se multiplier. Et bien sûr, on peut retrouver au niveau nasal la voix qui est nasolée parce qu'il y a une inflammation avec un coryza, c'est-à-dire un écoulement qui est le plus souvent séreux, mais parfois il peut devenir mucopurulent, mais unilatéral. À la phase dans la l'angine diphtérique commune, c'est un coryza, c'est un écoulement nasal unilatéral, le plus souvent séreux, mais peut être mucopurulent. Et ça, c'est au niveau local. Au niveau régional, on va trouver des adénopathies sous-maxillaires, qui sont fermes, elles sont mobiles, et il n'y a pas de périadémite, il n'y a pas d'inflammation autour de ces ganglions. Donc, c'est une réaction inflammatoire par rapport à cette angine. Donc, vous avez les signes généraux, l'asthénie, la pâleur, le fébricule et la tachycardie. Sur le plan local, vous avez l'angine à fausse membrane avec tous ses caractères et sur le plan régional, vous avez le coryza et les adénopathies sous-angulo-maxillaires. Alors, quelle est l'évolution spontanée de cette angine diphtérique? Donc, spontanée, ça veut dire sans traitement. Bien sûr, sans traitement, elle évolue soit vers l'angine maligne, soit vers l'extension vers le larynx, donc laryngie diphtérique, ou même la diphtérie trachéobronchique, avec bien sûr apparition des complications toxiniques qui sont dominées par la myocardite, qu'on appelle le syndrome malin de Marfan, et par les paralysies qui est le syndrome de Grenier et Mézard. Ça, c'est quand le malade n'est pas traité. Mais sous traitement précoce, la guérison est obtenue en quelques jours. Bien sûr, il faut traiter le plus précocement possible. Alors, dans ce cas-là, s'il est sous traitement, vous avez les fausses membranes et l'angine disparaissent en 2 à 4 jours à peu près. Mais malgré cela, si on n'a pas traité précocement, des complications peuvent apparaître secondairement, telles que le myocardite et les paralysies qui sont possibles jusqu'au 90e jour. Tout ça parce que si on n'a pas traité précocement, c'est-à-dire que la toxine était déjà fixée sur les organes, parce que le traitement, la sérothérapie, n'agit que sur la toxine qui est encore dans le sang, la toxine circulante.
Donc ça, c'était l'angine diphtérique commune de tous ces symptômes et son évolution sans traitement et sous traitement. Maintenant, on va voir s'il n'a pas été traité, on va voir les angines, les autres formes cliniques, donc l'angine diphtérique maligne. Donc, si vous prenez les symptômes de l'angine commune, vous allez les aggraver si vous voulez. Alors, il y a des signes de malignité locale, des signes de malignité régionale et générale. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau local? Au niveau local, vous avez les fausses membranes qui sont épaisses. On dit qu'elles sont couenneuses. Elles sont grisâtres, alors que dans l'angine commune, elles sont blanchâtres. Ici, elles sont grisâtres. Elles sont hémorragiques, elles saignent au moindre contact et elles sont fétides. Donc la laine, quand il respire, elle est fétide. Donc c'est une mauvaise haleine. Et la muqueuse sous les fausses membranes, elle est œdémaciée, ulcérée et hémorragique. Et la surface de ces fausses membranes, elle est irrégulière. Elles ne sont pas lisses. Alors que dans les fausses membranes de l'angine commune, la surface est lisse. Donc c'est ça, au niveau local, c'est ça. Alors au niveau général, vous avez des signes d'intoxication générale, vous avez une altération de l'état général. L'état général qui était conservé dans la forme commune devient altéré parce qu'il y a des signes toxiniques importants. La fièvre qui était modérée maintenant va devenir importante à 39-40 degrés. Il va y avoir même des signes neurologiques avec une obnubulation, une prostration. Le patient est adynamique, il ne bouge pas, il ne répond pas aux questions, il est vraiment apathique. Et il peut y avoir, bien sûr, une défaillance circulatoire avec une hypotension, une oliguranurie avec tachycardie et parfois même un syndrome hémorragique. Alors, la dysphagie est importante, elle est associée à même une dysphonie, tellement les fausses membranes sont étendues. Vous avez le coryza qui était unilatéral, il était séreux ou hémorragique, ou mucopurulent, il va devenir sérosanglant, bilatéral, avec des ulcérations au niveau des narines, avec donc des érosions narinaires. Donc, sur le plan régional, vous avez ce coryza bilatéral et vous avez les adénopathies qui étaient au début juste sous ambulomaxillaire sans périadénite. Ici, ça sera de grosses adénopathies avec beaucoup de périadénite. C'est ce qu'on appelle le cou proconsulaire. Donc, il donne un faciès piriforme donc, au niveau du visage. Et il n'y a presque plus de limite entre le visage et le thorax. Donc, tout est englobé. Bien sûr, l'évolution de cette forme, même sous traitement, elle peut être mortelle. Alors, soit elle est mortelle en quelques heures par un myocardite, soit il y a les complications par myocardite et les complications tardives entre le 30e et 70e jour, dominées par les paralysies. Voilà. Et après la forme grave d'angine diphtérique, on a défini la forme commune, on a défini l'angine maligne. Maintenant, on va juste citer les autres formes cliniques qui peuvent survenir. Et celles-ci, elles sont plus difficiles à diagnostiquer parce qu'elles ne sont pas typiques. Ça peut être une angine diphtérique juste, érythémateuse ou érythématopultacée, qu'on prendrait soit pour une angine virale ou une angine à streptocoque. Donc, il n'y a pas de grande différence, il n'y a pas de fausse membrane. Dans ces cas-là, donc, le diagnostic est difficile. Quand elle est isolée. Dans un cadre épidémique, c'est autour d'un malade qui a une diphtérie, bien sûr, vous allez penser à la diphtérie. Mais en dehors d'une épidémie, si quelqu'un vient avec une angine érythématose ou érythématopultacée, c'est difficile de penser à la diphtérie. Ce n'est que s'il y a des symptômes, bien sûr, toxiniques associés, qu'on va y penser. Il y a la forme atténuée, qui se voit aussi chez le sujet vacciné, mais bien sûr incomplètement vacciné. Il y a les formes hémorragiques et il y a les formes pseudo-phlegmoneuses, donc comme un abcès de l'amygdale. Ça, c'est les complications des angines pultacées qui peuvent se compliquer de phlegmon ou pseudo-phlegmon. Ce sont des angines bactériennes autres que la diphtérie. Ça peut prendre ces formes, mais bien sûr, c'est plus rare.
Mais il faut savoir que ça peut arriver. Donc, on a vu les diphtéries pharyngées avec les différentes formes, l'angine commune, l'angine maligne et les différentes formes atypiques. Maintenant, on va voir les diphtéries extrapharyngées. Donc, ce n'est plus au niveau du pharynx, c'est ailleurs, notamment laryngique. C'est surtout ce qu'on appelle le croup diphtérique. Quand on dit croup, ça veut dire diphtérie laryngée ou laryngite diphtérique. Ça ne représente pas les autres laryngites. Quand on parle de croup, ça représente le croup diphtérique ou laryngite diphtérique. Elle était fréquente surtout chez le nourrisson, donc c'est dû à une obstruction des voies respiratoires par atteinte laryngée. Et cliniquement, cette laryngite elle évolue en 3 phases. La phase dysphonique, la phase dyspnéique et la phase asphyxique. La phase dyspnéique elle-même, elle évolue en 3 phases. Au début, vous avez la toux et la voix qui sont rauques. Ensuite, secondairement, la voix qui est éteinte, la voix reste rauque. Et c'est cette discordance, voix éteinte, tout rauque, qui est très évocatrice du croup diphtérique. Et elle finit par évoluer vers une voix et une toux éteinte. Ils n'ont plus de voix, ni on entend la toux non plus. Après cette phase dysphonique, donc c'est juste modification de la toux et de la voix, on a une phase dyspnéique. Donc on a une dyspnée de type laryngé avec tirage et cornage. C'est quoi dyspnée de type laryngé? Alors dans les dyspnées, nous avons les bradypnées et les tachypnées. Ici, quand c'est laryngé, donc c'est une bradypnée inspiratoire. Parce qu'il y a aussi les bradypnées expiratoires, comme dans l'asthme par exemple. Donc il faut faire la différence. Ici, c'est une bradypnée inspiratoire avec tirage, donc il y a les muscles qui tirent, et le cornage, donc il y a un petit bruit qui sort quand il inspire profondément. Et ensuite, la troisième phase, c'est bien sûr, c'est la phase asphyxique. Quand le malade n'est pas traité, bien sûr, ça évolue vers l'asphyxie. Donc, tout est obstrué avec le malade qui n'arrive pas à respirer, donc il devient cyanosé. Et à force de lutter, le cœur lâche, il devient bradycarde. Et c'est là l'indication de la trachéotomie en urgence. Ça, c'est la localisation laryngée. Maintenant, les autres localisations. Alors, on peut avoir une rhinite diphtérique. Donc, c'est la fausse membrane qui est localisée au niveau des narines. C'est le coryza ou la rhinite diphtérique qui se voit surtout chez les enfants de 2 à 6 ans. Et il y a aussi la diphtérie cutanée. Généralement se développe sur des lésions préexistantes. Il y a des enfants qui ont une angine diphtérique et qui ont des lésions au niveau des doigts. Ils mettent les doigts dans la bouche et il y a une fausse membrane qui se développe sur la lésion préexistante. C'est la diphtérie cutanée. Et il existe aussi des conjonctivites diphtériques. Donc, il y a une fausse membrane qui se multiplie au-dessus de la conjonctive. Bien sûr, ça, on a vu quelques cas de diphtérie narinaire ou cutanée, mais conjonctivale. Ça a été décrit dans la littérature, mais on n'en a pas vu. Donc, on a fini avec la description clinique liée aux germes, si vous voulez, donc aux angines. Maintenant, on va voir les complications toxiniques qui peuvent survenir. Et le maître symptôme, plutôt la complication la plus grave et celle qui tue, c'est la myocardite. Donc, c'est une complication non seulement fréquente, et elle est précoce. Elle survient entre le 6e et le 8e jour de la maladie. Et elle fait partie, donc, dans le syndrome malin de Marfan. C'est le syndrome précoce, parce que le syndrome tardif, il est dominé par les paralysies. Alors, il se manifeste cliniquement par des palpitations, des tachycardies, mais le plus souvent, dans la plupart des cas, cette myocardite est dépistée par des ECG systématiques, parce que quand on hospitalise un patient pour angine diphtérique, l'ECG doit être un élément de surveillance régulier, quotidien, voire biquotidien, ou pluriquotidien s'il y a déjà des troubles du rythme. Donc, ils sont dépistés par des ECG qui vont trouver des troubles du rythme ou des troubles de la conduction cardiaque, ou parfois des BAV ou des extrasystoles ventriculaires. Donc, c'est l'ECG qui va permettre de dire qu'il y a
quand il est asymptomatique. C'est le CG qui détermine les signes de myocardique. Parfois, c'est à l'examen clinique, vous avez une tachycardie, vous avez parfois une hypotension, ça peut aller jusqu'à l'insuffisance cardiaque aiguë. Et le risque, bien sûr, le risque permanent, c'est le décès brutal. C'est pour ça qu'on recommande pour tous les patients qui sont hospitalisés pour angine diphtérique de rester au repos strict. Le simple lever pour aller aux toilettes pour quelques pas, il peut faire un décès brutal parce que c'est un effort sur un cœur qui est déjà imprégné de toxines. Après l'atteinte myocardique, nous avons l'atteinte neurologique. Alors, l'atteinte neurologique peut s'observer jusqu'au 90e jour. Jusqu'au 90e jour de la maladie, on va dire en fait, après 90e, on va dire qu'il est indemne de complications. Mais jusqu'au 90e, les paralysies peuvent apparaître. Nous avons certaines qui sont précoces et les paralysies des membres, c'est les plus tardives. Alors, les paralysies précoces, c'est la paralysie du voile du palais. Donc, il y a la voix qui est nasonnée. Il y a un patient, vous lui donnez à boire, il va rejeter le liquide par le nez. Donc, il fait des fausses routes alimentaires. Quand il y a une paralysie vélo-palatine, on doit interdire toute alimentation orale. Il faut juste l'alimentation parentérale jusqu'à la régression de la paralysie parce qu'elle régresse totalement. Donc, pour éviter les fausses routes et qu'il fasse des pneumopathies d'inhalation, on doit interdire aux patients de manger ou de boire tant qu'il a cette paralysie vélo-palatine. Il y a également la paralysie de l'accommodation. C'est-à-dire, vous savez que la presbytie, c'est pas une maladie, mais c'est une évolution naturelle chez le sujet à partir de 45 ans, 50 ans. On n'arrive pas à accommoder, il nous faut des lunettes pour voir de près. Donc, c'est la presbytie. Ici, ça apparaît chez des enfants, c'est des jeunes, c'est ce qu'on appelle la fausse presbytie. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à accommoder, donc il a une diminution de la vision de près. C'est heureusement qu'elle régresse totalement. Donc, elle guérit sans séquelles. Il y a aussi la paralysie des muscles, bien sûr, du larynx, du pharynx et parfois même des muscles respiratoires. Et là, bien sûr, plus ça descend, plus c'est grave. Et quand vous avez atteint des muscles respiratoires, c'est la détresse respiratoire qui nécessite bien sûr une prise en charge en réanimation parce que c'est des malades qui nécessitent une respiration artificielle. Les muscles sont paralysés donc jusqu'à ce qu'il y ait élimination de la toxine qui imprègne le système nerveux pour qu'il reprenne sa respiration normale. Ensuite, on va extuber les malades. Alors, toujours dans l'atteinte neurologique, ce qu'on appelle le syndrome, tout à l'heure on a parlé du syndrome de Marfan précoce qui est dominé par la myocardite. Ici, c'est le syndrome de Grenet et Mézard qui est dominé par les paralysies des membres. Et ça survient entre le 30e et le 70e jour de la maladie, même jusqu'au 90e. Alors, ça donne ce qu'on appelle, ça ressemble un peu au Guillain-Barré, c'est-à-dire c'est des polyradiculonévrites bilatérales, elles sont symétriques, donc c'est des paralysies des deux membres qui sont symétriques et elles sont ascendantes. Donc elles commencent par les membres inférieurs et elles montent. Quand elles restent aux membres inférieurs seulement, c'est moins grave que quand elles montent au niveau des muscles abdominaux et des muscles respiratoires, qui va nécessiter une assistance respiratoire. Mais bien sûr, elles finissent toujours par régresser, donc une récupération ad intégrante de ces paralysies. Et elles sont souvent associées à une dissociation albuminocytologique du LCS ou du liquide céphalospinal ou céphalorachidien. Alors, ça veut dire que le liquide, le LCR est clair, mais il y a quelques cellules, mais par contre une albuminorachie qui est élevée. Donc, normalement, l'albumine s'élève en même temps que les cellules. Ici, l'albumine est élevée et les nombres de cellules restent modérés, bas. Donc, c'est ce qu'on appelle une dissociation albuminocytologique du liquide céphalospinal ou du liquide céphalorachidien.
Voilà pour la clinique. Donc, on a vu les différentes angines avec les formes, la forme grave et les formes bénignes ou atypiques. On a vu les extrapharyngées, notamment le croup, la cutanée, la conjonctivale et la rhinite. On a vu ensuite les complications toxiniques, notamment cardiaques et neurologiques. Maintenant, on va passer au diagnostic. Bon, c'est vrai que je n'ai pas parlé de l'imprégnation rénale, ça s'accompagne souvent d'une protéinurie. Donc, quand on fait un abscisse, on trouve des protéines dans les urines. C'est l'imprégnation donc, du rein par la toxine diphtérie. Alors, sur le plan diagnostique, alors, bien sûr, comme je vous ai dit au début, toute angine à fausse membrane doit être considérée comme suspecte de diphtérie. Et donc, le diagnostic, il est suspecté devant d'abord des arguments épidémiologiques. Qu'est-ce qu'il y a dans les arguments épidémiologiques? C'est-à-dire qu'il y a soit une notion de contagion, donc de cas similaires dans l'entourage, ou bien il y a une épidémie dans la région, et bien sûr sur l'absence de vaccination. Parce que s'il est vacciné, il peut être contaminé, il va porter au niveau du pharynx, mais il ne fera pas de diphtérie. Il ne fera pas les signes de gravité. Ça, c'est sur le plan épidémiologique. Sur le plan clinique, c'est l'angine à fausse membrane. C'est les membranes avec tous les caractères qu'on a décrits tout à l'heure qui vont nous permettre de dire que c'est évocateur de diphtérie. Sur le plan biologique, nous avons, comme c'est une bactérie, nous avons une hyperleucocytose à polynucléose neutrophile. Et pour le diagnostic de certitude, il va falloir mettre en évidence le bacille de Klebsiella sur un prélèvement de gorge qui est fait bien sûr aux urgences, d'emblée avant même d'entamer le traitement. Et ce prélèvement se fait à l'aide d'un écouvillon et on prélève à la périphérie de la fausse membrane parce que la multiplication se fait de façon centrifuge. Donc c'est là qu'on risque de trouver le plus de gel. Donc on fait un prélèvement à la périphérie de la fausse membrane et qu'on met en culture sur un milieu spécifique qu'on appelle le milieu de Loeffler. Et la culture met au moins 18 heures pour pousser. Donc, nous n'allons pas attendre les 18 heures pour entamer le traitement. C'est 18 heures de trop et de retard au traitement. Donc, dès qu'on fait les prélèvements, on entame le traitement contre la diphtérie. Et la recherche de gènes de la toxine se fait par PCR, et puis ça peut faire inoculation en cobaye, bien sûr, ça c'est des laboratoires spécialisés. Il y a également le diagnostic indirect, c'est la mise en évidence des anticorps, et les anticorps que fabrique le patient, ce sont des anticorps contre la toxine, pas contre le gène. Donc c'est des anticorps antitoxines diphtériques, bien sûr, qui va permettre de dire si bien sûr, en fonction du statut vaccinal, et bien sûr, si la bactérie avait libéré la toxine ou pas. Parce qu'on a parlé de gens qui ont le gène de toxine et ceux qui n'en ont pas. Alors, pour quelqu'un qui est vacciné, quels sont les niveaux de protection par les anticorps? Alors, les sujets qui ont moins de 0,01 unités par millilitre, ils ne sont pas protégés du tout, donc ils peuvent faire la diphtérie. Ceux qui ont un titre d'anticorps compris entre 0,01 et 0,1, ils ont une protection insuffisante. Et ceux qui ont supérieur ou égal à 0,1, ils sont bien protégés. Donc, des cas de diphtérie sont possibles avec des unités, mais bien sûr, parce que je vous ai dit, le vaccin protège contre surtout la toxine, pas contre le germe. Donc on peut faire une angine, mais sans signe de gravité, puisqu'il y a les anticorps antitoxines pour nous défendre. Donc ça, c'était le diagnostic positif. Maintenant, qu'est-ce qui peut simuler l'angine diphtérique? Qu'est-ce qui peut être pris ou bien, comment dire, un diagnostic auquel on peut penser devant une angine à fausse membrane. Il y a un seul diagnostic où on a une angine à fausse membrane, c'est la mononucléose infectieuse, qui est une maladie virale, qui est due à l'Epstein-Barr virus. Et cette maladie,
se manifeste d'abord par une fièvre au long cours, une fièvre qui dépasse les 15 jours, alors qu'on a parlé de l'angine diphtérique, elle est peu fébrile. Ici, c'est la fièvre, et il y a aussi une asthénie marquée, comme dans la diphtérie. Et l'angine, on ne dit pas angine à fausse membrane, on dit c'est une angine pseudomembraneuse. La différence avec la diphtérie, c'est que les fausses membranes elles recouvrent uniquement, je dis bien uniquement les amygdales. Elles ne touchent pas la luette, elles ne sont pas extensives, elles n'ont pas les mêmes caractéristiques des fausses membranes de la diphtérie. Donc il n'y a pas l'adhérence, l'extension, l'écohérence, il n'y a pas ça. Et il y a aussi, comme pour la diphtérie, il y a aussi des adénopathies, surtout cervicales, mais bien sûr sans périaténite, et une splénomégalie. Et le diagnostic de la mononucléose infectieuse, bien sûr, il est sérologique. L'état général reste conservé les premiers temps, bien sûr. Sauf quand la fièvre devient beaucoup plus prolongée, ça fatigue le patient, l'état général peut s'altérer secondairement. Alors, on passe au traitement. Alors, le but du traitement, il faut savoir d'abord que l'angine diphtérique est une urgence vitale et le traitement doit être entamé le plus tôt possible dès que le patient arrive, même aux urgences avant d'hospitaliser, avant d'envoyer le malade au service. On commence déjà par la première dose de traitement au niveau des urgences. Alors, le but du traitement, commencez d'abord par neutraliser la toxine circulante par la sérothérapie. Donc, on donne des anticorps antitoxines. C'est ça la sérothérapie. Donc, on donne, des anticorps qui sont déjà présents et d'origine, ils sont d'origine équine. C'est pas des anticorps, c'est pas une sérothérapie, elle est hétérologue. Donc, elle n'est pas d'origine humaine. Donc, il peut y avoir parfois des accidents de choc anaphylactique. Donc, le premier objectif, il faut commencer par la sérothérapie pour lutter contre la toxine, parce que cette sérothérapie, elle n'agit que sur la toxine qui est dans le sang. Celle qui est déjà fixée sur le myocarde du système nerveux, elle ne peut pas l'atteindre. Donc, c'est une course contre le temps, il faut neutraliser le plus tôt possible avant qu'elle ne se fixe sur ces organes. Le deuxième but, c'est bien sûr l'antibiothérapie pour détruire le germe, pour arrêter qu'il ne fabrique de toxines. Si vous tuez le germe, il n'y aura plus de toxines. Et puis, bien sûr, il y a le traitement symptomatique pour prévenir la survenue de complications. Ça dépend de quel type de complications, mais le repos fait partie intégrante du traitement. Sérothérapie, antibiothérapie, repos au lit. Et donc, ce traitement doit être institué en urgence, au moindre doute, avant, bien sûr, les résultats de l'examen bactériologique. Vous n'allez pas attendre la culture. Donc, il faut entamer le traitement en urgence. Alors, on va commencer par la première arme thérapeutique qui est la sérothérapie. Alors, bien sûr, le malade doit être hospitalisé et jusqu'à ce qu'il ait 2 prélèvements de gorge négatifs à 24 heures d'intervalle après l'arrêt de l'antibiothérapie. Voilà. Donc, il ne peut pas sortir avant pour ne pas contaminer le reste de la famille. Le repos strict au lit, donc on donne la sérothérapie, l'antibiothérapie, le repos au lit, en milieu hospitalier, et la durée du repos dépend de la forme clinique. Si c'est une angine commune, c'est jusqu'à 21 jours. Maintenant, si c'est une angine maligne, il doit aller jusqu'à 90 jours de repos au lit. Et bien sûr, la déclaration obligatoire de la maladie, de la faire immédiatement pour aller rechercher dans l'entourage quels sont les gens qui ont été contaminés qu'il faudra traiter avant qu'ils ne fassent de forme sévère. Alors, qu'est-ce que c'est que le sérum antidiphtérique? J'ai dit que c'était des anticorps, bien sûr d'origine équine, qu'il faut injecter le plus rapidement possible, soit en sous-cutané ou en intramusculaire, bien sûr à la dose, chaque âge a des doses à respecter. Chez l'enfant, on doit donner par kilo. Donc c'est une seule dose. La sérothérapie, c'est une seule dose. C'est le premier jour et c'est tout.
Ensuite, c'est l'antibiothérapie. Alors, chez l'enfant, on donnera 2000 à 3000 unités internationales par kilo. Chez l'adulte, c'est la dose totale, c'est pas par kilo. La dose totale, elle doit être de 30 000 à 40 000 unités. Et dans les formes graves, comme la forme maligne, il faut doubler la dose, mais sans dépasser 120 000 unités internationales. Donc, on peut doubler, ça peut aller jusqu'à 120 000, mais pas plus. C'est-à-dire, même si le poids, on doit doubler par rapport au poids, on doit trouver plus de 120 000, on donnera la limite à 120 000. Et cette sérothérapie doit être injectée selon la méthode de Besseret-Ka. Qu'est-ce que c'est que cette méthode de Besseret-Ka? C'est pour éviter que le patient fasse un choc anaphylactique. C'est-à-dire qu'on va commencer par une petite dose, 1/10 de millilitre en intradermique, et on va attendre, donc au niveau de l'avant-bras, on mettra 1/10 de millilitre, on attend un quart d'heure. S'il n'y a aucune réaction au point d'injection, on ajoutera 0,25 ml et on va attendre encore un quart d'heure. Si au bout d'une demi-heure, il n'y a aucune réaction, ce qui reste de la dose qu'on a calculée selon le poids ou bien selon l'âge, on doit injecter le reste de la dose totale, soit en intramusculaire ou en subcutané. Parfois, on peut mettre la moitié en intramusculaire, la moitié subcutané, on peut le mettre total en subcutané ou en intramusculaire. L'essentiel, c'est que vous ayez respecté cette méthode de Besseret-Ka pour éviter un choc anaphylactique parce que c'est un sérum hétérologue d'origine équine, donc à partir de chevaux qui ont été immunisés. Alors, la deuxième arme thérapeutique, c'est l'antibiothérapie qui permet la suppression du germe, donc la suppression des fausses membranes et l'arrêt de la production de toxines. Alors, il y a, bien sûr, ce sont surtout les pénicillines qui sont le traitement de première intention. On peut donner soit l'amoxicilline, donc 3 grammes par jour chez l'adulte, 1 gramme toutes les 8 heures, ou bien chez l'enfant, 100 mg kilo par jour. On commence par voie IV parce qu'ils ne peuvent pas généralement avaler à cause des angines à fausse membrane, mais dès qu'il y a amélioration qu'ils peuvent avaler, on passe à la voie orale. Et la durée totale, ça peut être de 10 à 14 jours maximum de traitement. On peut utiliser la pénicilline G à la place de l'amoxicilline. Bien sûr, 4 à 6 millions par jour chez l'adulte en petite perfusion. Donc, c'est 1,5 million toutes les 6 heures en petite perfusion. Dès qu'il y a amélioration, on va passer à la pénicilline V, donc l'oraciline. Ou bien, chez l'enfant, c'est 100 000 unités par kilo réparties en 3 perfusions par 24 heures. Maintenant, si c'est un patient qui est allergique aux pénicillines, bien sûr, il faut toujours demander, avant d'injecter l'antibiotique, de voir est-ce qu'il n'a pas d'allergie connue aux pénicillines. À ce moment-là, s'il y a allergie, on donnera l'érythromycine, donc 2 grammes par jour chez l'adulte en 2 prises, donc 1 gramme le matin, 1 gramme le soir. Et chez l'enfant, c'est généralement c'est 50 mg par kilo par jour, répartis en 2 ou 3 prises par 24 heures, sur une durée toujours de 10 à 14 jours. Maintenant, si c'est l'azithromycine qu'on utilise, vous voyez, l'azithro, elle revient même un peu dans toutes les maladies, comme le Covid, on donne pendant 3 à 5 jours maximum. Mais la plupart du temps, on utilise plus l'érythromycine. Ça, c'était le traitement spécifique, c'est la sérothérapie et l'antibiothérapie. Maintenant, les mesures symptomatiques, comme je vous ai dit, le repos au lit est obligatoire et il est très important, avec une surveillance quotidienne de l'électrocardiogramme pendant les 10 premiers jours. Dans les formes malignes, il suffit généralement, c'est des malades qui doivent être en réanimation, qui doivent être sous monitoring permanent, avec un repos au lit qui va aller de 70 à 90 jours, avec une corticothérapie et remplissage vasculaire, parce qu'il peut y avoir des hypotensions, état de choc, et pour lutter contre la toxine, on donnera une corticothérapie. Alors, qu'est-ce qu'on donne comme corticoïde? C'est souvent la dexaméthasone. Qu'on peut donner de la formaline, on donne aussi dans le croup diphtérique, c'est ce qu'on appelle la trachéotomie médicale, parce que la trachéotomie, normalement, elle est chirurgicale. Mais on commence par les corticoïdes. Pendant 24 heures,
si ça ne répond pas, à ce moment-là, on sera obligé de passer à l'intubation ou à la trachéotomie chirurgicale. Bien sûr, ça sera donné par voie injectable, intramusculaire ou intraveineuse, dexamethasone 2 à 8 mg kg selon le poids, à répéter toutes les 3 heures. Donc ça, c'est pour le groupe et aussi pour les formes malignes. Donc pour le groupe, en cas d'échec de la corticothérapie, bien sûr, en plus de la sérothérapie et de l'antibiothérapie, on rajoutera la corticothérapie. Si ça ne répond pas, on va aller jusqu'à l'intubation ou la trachéotomie. Et comme la maladie n'est pas immunisante, à la fin du traitement, dès qu'il guérit, on doit vacciner le malade selon ce calendrier. C'est-à-dire on donnera une dose de vaccin à J1, à J3, puis J15. Ça, c'est vaccin pour quelqu'un qui vient de faire la maladie. En fait, c'est quoi le vaccin? Le vaccin, vous avez le sérum, c'est une antitoxine. C'est les anticorps qu'a produit un cheval après lui avoir injecté le gène. Donc, c'est des anticorps qu'on a. Si vous voulez, c'est l'immunothérapie passive. La vaccination, c'est l'immunothérapie active. C'est-à-dire, on va lui injecter la toxine, mais on lui a enlevé son pouvoir pathogène. Par comment on enlève le pouvoir pathogène de cette toxine? En la traitant par la chaleur et le formol. C'est l'anatoxine de Raman. On appelle ça l'anatoxine de Raman, qui a été traitée par le formol et la chaleur, et elle devient, donc c'est comme la toxine qu'on injecte, mais seulement on lui enlève son pouvoir pathogène, donc, et elle entraîne la fabrication d'anticorps, donc c'est l'immunité active. L'autre, c'est l'immunité passive, celle-ci, donc pour, bien sûr, le protéger pour ne pas subir une réinfection. Donc, à la fin de la maladie, une fois qu'il est guéri, on va le vacciner selon ce calendrier J1, J3, J15, parce que la diphtérie n'est pas immunisante. Alors, maintenant, en plus, bien sûr, de ces mesures-là thérapeutiques, il y a des choses à faire pour la prophylaxie individuelle. Un malade qui est atteint d'angine diphtérique doit être isolé sur le plan respiratoire. C'est ce qu'on appelle l'isolement respiratoire. Il doit être dans une chambre seule pour ne pas contaminer d'autres patients. Et ensuite, il faut désinfecter les locaux, une fois qu'il est sorti, les locaux et les objets qu'il a utilisés. Et la déclaration est obligatoire. Et pour les enfants, même à leur sortie, on doit leur donner une éviction scolaire de 30 jours après la guérison, jusqu'à ce qu'on ait 2 prélèvements négatifs à 8 jours d'intervalle. Le malade ne peut sortir qu'après 2 prélèvements négatifs à 48 heures, 24 heures d'intervalle, mais pour l'école, il faut qu'il ait, même après la sortie, 2 prélèvements de gorge négatifs à 8 jours d'intervalle. Donc, et ces prélèvements, il ne faut les faire qu'après arrêt de l'antibiothérapie. Alors, maintenant, ça, c'est ce qu'on a fait pour le patient. On l'a hospitalisé, on l'a isolé, on l'a traité par sérothérapie, antibiothérapie, repos au lit, les mesures symptomatiques, tout ce que vous voulez. On a déclaré la maladie. Et qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on déclare, en fait? C'est pour rechercher, pour que les épidémiologistes vont rechercher la source et rechercher les contacts. Donc, il faut faire une enquête épidémiologique autour du cas. Donc, rechercher de nouveaux cas ou des gens contaminés dans l'entourage du patient. Il faut, donc, toutes ces personnes-là, il faut leur faire un prélèvement de borge pour dépister les porteurs sains. Parce qu'eux-mêmes, ces porteurs sains peuvent être à l'origine d'autres contaminations. Et tous ces cas de contact, on doit leur administrer une antibiothérapie par l'extensiline, donc benzatine pénicilline. Alors, pour les moins de 6 ans, on donnera 600 000 unités, une seule injection intramusculaire. Pour ceux qui sont plus de 6 ans et les adultes, c'est 1 200 000 unités, une seule injection. S'ils sont allergiques aux pénicillines, à ce moment-là, bien sûr, on donnera l'érythromycine à la même dose que pour le traitement pendant 10 jours. Et puis, bien sûr, s'enquérir du statut vaccinal de l'entourage. Ceux qui habitent avec le malade, est-ce qu'ils sont vaccinés ou pas? Pour les sujets contacts qui ne sont pas vaccinés, vous êtes obligé non seulement de donner l'antibiothérapie,
de leur donner une sérothérapie et les vacciner aussi juste après. Pour les sujets contacts qui sont vaccinés depuis plus d'un an et moins de 5 ans, donc c'est-à-dire dans leur rappel vaccinal, date de moins d'un an ou de moins de 5 ans, entre 1 an et 5 ans, il faut leur donner juste une dose de rappel vaccinal. Pour les sujets qui sont vaccinés dans le rappel date de moins de 1 an, on ne fait rien du tout. On ne donnera rien du tout. Et voici pour la prophylaxie générale, c'est la vaccination obligatoire en Algérie qui fait partie du calendrier national de vaccination. Donc, tout nouveau-né doit être vacciné. Bien sûr, ce n'est pas le même rythme pour un malade. Un malade, c'est juste J1, J3 et J15. Ici, vous avez, après la naissance, le premier vaccin, c'est le vaccin VTS que vous voyez en vert, il est à 2 mois. On fait un deuxième vaccin à 4 mois et le troisième à 12 mois. Donc ça, c'est le vaccin antidiphtérique. Ensuite, les rappels, c'est bien sûr le vaccin diphtérique, il est associé à l'antitétanique, qui est aussi une toxi-infection, et c'est aussi une anatoxine pour le tétanos. Et vous avez l'anticoquelucheux, qui c'est un vaccin cellulaire tué, donc c'est une bactérie, un vaccin tué, et c'est associé également contre l'hémophilus et contre l'hépatite B. Voilà. Et bien sûr, les 3 injections, c'est la même chose, sauf qu'à partir de 11-13 ans, les rappels, on n'aura que le DT, antidiphtérique et antitétanique. On n'aura pas les autres. Et ça se fera, bien sûr, tous les 10 ans, 11-13 ans, 16-18 ans. Ensuite, c'est tous les 10 ans qu'il fera le rappel. Voilà. Donc, en conclusion, nous allons dire que la diphtérie est une toxi-infection grave qui nécessite une prise en charge urgente parce que c'est une urgence vitale, qu'elle a nettement régressé depuis le programme élargi de vaccination mis en place par l'OMS. Et en Algérie, la dernière épidémie qui a été recensée, c'est pendant 3 années de suite, de 93 jusqu'à 96, et que la vaccination demeure le meilleur moyen pour lutter contre cette maladie mortelle. Et je vous remercie